relance l'industrie, on crée des emplois. Pour une Europe des peuples, pour un monde qui croit. Votez Léon, c'est notre vie. On veut du changement, on veut la vie. Dans les urnes, on met notre voix. Le 9 juin, tous ensemble, votons Léon, ouais c'est notre choix. Alors tous ensemble, on se lève. Pour un avenir meilleur, on se bat, on s'élève. Léon Desfontaines, c'est notre voix. Pour Léon Desfontaines, c'est l'heure de la surprise. On en a assez de l'austérité qui nous frappe. On veut des services publics qui nous éclairent la map. Léon c'est l'homme qui comprend nos réalités. On vote pour lui pour une France sans prospérité. On relance l'industrie, on crée des emplois. Pour une Europe des peuples, pour un monde qui croit. La première des réponses, c'est d'abord parce que la liste qu'il conduit porte en elle ce qu'il y a de plus beau dans notre pays et que nous voulons voir siéger au Parlement européen. Je veux parler du monde du travail, de ce peuple travailleur que nous venons de vous présenter pour défendre nos emplois, nos services publics, notre industrie et nos droits. Que André Chassaigne, 5e de liste, reconnu pour son travail dans tout le monde agricole, pour aller défendre les paysans, la ruralité, notre souveraineté alimentaire. Qui mieux que Fatima Kalouk, 8e de liste, militante associative, pour aller défendre ces millions de personnes en situation de handicap et qui, comme elle, aspirent au bonheur et à l'égalité dans la vie de tous les jours comme au travail. Oui, c'est cela que nous voulons voir demain siéger au Parlement européen, parce qu'ils la connaissent, la vie. Ce soir, il y aura une réunion publique à 19h30, salle des Alpes, au cours de laquelle on pourra poursuivre la discussion sur les services publics si vous le souhaitez, parce que cette mobilisation pour le bureau de poste de Fontaine, pour moi, elle est vraiment symptomatique de tous ces services publics qui se dégradent sur nos territoires, partout en France, des fermetures de bureaux de poste, mais aussi la dégradation de notre système de santé, de nos hôpitaux publics, il ne faut pas l'oublier bien évidemment, de nos transports en commun, de tout ce qui fait en fait notre patrimoine, notre bien commun, les services publics. On en a parlé tout à l'heure, Renaud l'a abordé, la question de l'énergie, la question du pouvoir d'achat. Tout cela, c'est dû aussi à une privatisation rampante depuis des années du marché de l'énergie, qui normalement ne devrait pas être un marché comme un autre, mais qui en est devenu un. Et c'est ce qui fait que nos factures ont explosé ces dernières années, qu'aujourd'hui, avec une petite retraite, une pension, des allocations, un petit salaire, un SMIC, etc., on n'arrive plus et à se loger, à payer ses charges, à payer ses factures, etc. Et à remercier fraternellement les camarades fontainois et la Fédération de l'Isère d'avoir accompagné cette initiative. Voilà, je tenais à le dire tout de suite avant de commencer. Donc, quand j'ai appris que mon camarade Fatima Kalouk, qui était en 8e position sur la liste conduite par Léon Desfontaines, je me suis immédiatement dit que c'était une très belle nouvelle, pour elle, mais également pour nous. Fatima, fille d'immigrés marocains, immigrée elle-même, comme elle aime à le rappeler, est issue d'une famille ouvrière. Actuellement adjointe déléguée à la jeunesse à Alfortville, dans le Val-de-Marne, Fatima a toujours été de tous les combats, et ce, dès l'adolescence. L'engagement associatif, le syndicalisme étudiant, et sa rencontre un jour avec le Parti communiste français, c'était en 1999. Quand j'ai sollicité Fatima pour venir dans l'Isère, et à Fontaine tout particulièrement, elle a tout de suite dit oui. Fatima rayonne d'humilité et d'humanité. C'est une bosseuse. Interprète de formation, elle est aujourd'hui responsable de plaidoyer dans une association qui œuvre dans le domaine de la santé et du handicap. Fatima est aujourd'hui responsable de la Commission nationale des droits des personnes en situation de handicap pour le PC. Elle tente, depuis déjà quelque temps, d'éclairer sur la nécessité de rendre accessible l'information politique et donc la participation politique à toutes et tous,
et tout particulièrement aux personnes déficientes visuelles, 1,7 million de personnes. Je ne peux taire le parcours d'une femme engagée qui porte en elle des valeurs progressistes, de justice sociale, sans jamais rien lâcher et sans jamais rien laisser au hasard. Quand on sait ce parcours, on comprend que Fatima pose la question de l'enjeu des Européennes dans notre vie quotidienne ce soir. Je lui laisse la parole. À toi, Fatima, et merci de ta présence à nos côtés ce soir. C'est du bonheur et un honneur. Ce soir, je dois dire que, bien sûr, je suis ravie d'être parmi vous pour évoquer les enjeux de cette élection européenne qui aura lieu le 9 juin. La semaine dernière à Amiens, nous avons eu un lancement de campagne particulièrement réussi avec Léon de Fontaine et l'ensemble de la liste qui est véritablement une liste pour le monde du travail, donc dans toute sa diversité, évidemment. Et ce lancement-là nous a fait chaud au cœur, je pense collectivement, parce qu'on a vu à quel point cette campagne démarrait bien. Alors, ce soir, la question à laquelle je voudrais répondre modestement, et puis avec vous, c'est quel impact cette élection a sur nos vies quotidiennes. On a tendance, très souvent, quand on parle des élections européennes, à dire de toute façon, ça ne mobilise personne, ça n'intéresse personne, et puis c'est très très loin, Bruxelles, Strasbourg, etc. C'est peut-être en partie vrai. Mais pour répondre à cette question de l'impact et de l'enjeu de l'élection européenne sur notre vie quotidienne, il faut répondre à une autre question. Pourquoi voter pour élire des députés européens? Est-ce que ces députés ont du pouvoir? Quel pouvoir ont-ils? Eh bien, la réponse, c'est que oui, ces députés ont du pouvoir. Contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire à longueur de journaux télévisés, etc., quand il ne s'agit pas d'ailleurs d'une élection européenne, il faut bien rappeler que les députés européens ont du pouvoir. Les directives et les règlements européens n'existent que parce qu'une majorité de députés du Parlement européen les ont approuvés. Ces textes, pour la plupart aujourd'hui, nous desservent. Ils desservent les salariés de notre pays et bien sûr les salariés d'autres pays européens. Ils desservent nos intérêts. Il est donc essentiel de changer ce rapport de force tel qu'il est aujourd'hui au Parlement européen, parce que dans le prochain Parlement européen, il faut absolument faire élire des élus d'une gauche qui n'a jamais cautionné les mesures néolibérales et qui ne le feront jamais. Ces élus-là seront des élus, et j'espère en faire partie bien évidemment, ces élus agiront pour la paix et la sécurité en Europe et dans le monde, pour la coopération entre les peuples. Ce sont aussi des élus qui vont défendre nos intérêts de travailleuses et de travailleurs, qui lutteront pour les services publics, comme on a eu tout à l'heure un exemple emblématique de ce qui se passe aujourd'hui, des dégradations des services publics partout sur notre territoire. Ces élus vont aussi lutter pour les droits de toutes et tous, contre les discriminations, pour une écologie qui est une écologie populaire. Ces élus, nous pourrons être là pour dénoncer les politiques néolibérales, pour travailler au quotidien avec les organisations syndicales et les associations, quelque chose que je connais bien étant donné que je travaille maintenant dans le monde associatif depuis une bonne dizaine d'années, pour porter les revendications de ces organisations syndicales, des associations, pour porter leurs aspirations aussi, parce que c'est essentiel, pour construire avec ces associations et ces syndicats, construire une alternative, une véritable alternative de gauche. Et il faut des débouchés politiques aux revendications, qu'elles soient syndicales ou associatives. Sans débouchés politiques, on n'arrive à rien. Et c'est aussi à l'échelle européenne que ça se passe. Une fois élus, nous nous opposerons aux solutions qui sont aujourd'hui proposées par une alliance qui va des groupes libéraux à la droite, à la social-démocratie et malheureusement de plus en plus en alliance avec l'extrême droite, à Bruxelles ou ailleurs. Ces groupes libéraux de droite et d'extrême droite servent les intérêts du capital, des multinationales et des plus riches.
contre les intérêts du monde du travail que nous voulons défendre, contre nos intérêts. Pour défendre ces travailleuses et ces travailleurs, nous agirons pour l'augmentation des salaires, pour l'égalité professionnelle femmes-hommes, pour la formation, le développement des services publics, parce qu'il ne s'agit pas simplement de défendre les services publics qui existent déjà, mais aussi d'en créer de nouveaux. Et je viendrai à cela tout à l'heure quand on parlera de la santé, de l'accompagnement des aînés, etc. Il faut créer de nouveaux services publics, les développer dans tous les domaines. L'éducation, bien sûr, la santé, les transports et bien d'autres domaines qui sont essentiels et qui correspondent à des besoins sociaux aujourd'hui. Nous défendrons aussi des droits nouveaux pour les salariés. Si on prend les fermetures d'entreprises qui se multiplient, eh bien, dans notre programme, nous prévoyons un moratoire sur ces fermetures d'entreprises tant qu'une contre-proposition, parce que souvent il y a des contre-propositions qui viennent des salariés eux-mêmes, mais qui ne sont absolument pas entendues. Donc un moratoire sur la fermeture d'une entreprise tant que la contre-proposition n'est pas examinée, tant qu'il n'y a pas accès à un crédit bancaire pour, par exemple, que des salariés reprennent une entreprise, et tant qu'on n'a pas non plus un financement public, par exemple celui des collectivités territoriales, pour défendre une entreprise sur un territoire. Tout ça, ça requiert une autre vision des choses, mais aussi une autre utilisation de l'argent public. Et ça aussi, je vais y revenir un petit peu plus tard avec la question de la Banque Centrale Européenne. Sur la question des services publics, que nous avons défendu tout à l'heure devant le bureau de poste pour beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, on constate que face aux besoins croissants de ces services publics, l'austérité budgétaire est l'alpha et l'oméga des politiques néolibérales. Réduire toujours plus les budgets, on l'a vu là en début d'année avec les annonces qui ont été faites, voilà, 10 milliards, demain 30 milliards, 50 milliards, tout ça, ça peut paraître très très abstrait, mais en vrai, ça a des conséquences directes sur notre vie quotidienne. Alors qu'on voit bien que, par exemple, pendant la période Covid, on a pu, évidemment, avoir des dépenses publiques plus importantes et que c'est parfaitement possible d'aller dans cette voie-là pour répondre à un besoin social de santé par exemple ou d'accès aux soins. Alors les besoins sociaux n'ont jamais été aussi importants et de quoi nous parle-t-on aujourd'hui? Eh bien d'économie de guerre. C'est-à-dire qu'il faudrait se mettre en rang, c'est le cas de le dire, pour derrière l'économie de guerre au lieu de justement essayer de répondre à nos besoins sociaux. Et tout cela alors que les collectivités territoriales, en tout cas quand elles sont de gauche, elles essayent d'être un rempart contre l'austérité, pour la solidarité, pour l'égalité de toutes et tous, et on voit qu'elles sont de plus en plus étranglées financièrement, qu'elles ne peuvent plus en fait servir justement de rempart de protection des habitantes et des habitants. Une fois élus, nous agirons contre cette règle d'austérité budgétaire des 3%, la célèbre règle des 3%, pour développer les services publics. Et pour cela, ce que nous proposons, c'est un fonds européen de progrès social et écologique pour répondre à ces besoins sociaux et écologiques. Et ces besoins-là seront déterminés démocratiquement. Dans le secteur de la santé, par exemple, qui aujourd'hui, comme vous le savez, est en déshérence, que ce soit l'hôpital ou l'accès aux soins, puisque de plus en plus de nos concitoyens n'ont pas accès à un médecin traitant, par exemple, ou à certaines spécialités médicales. Ce fonds donc de progrès social permettra de financer les hôpitaux, le service de santé, pour sortir de la logique marchande qui aujourd'hui prévaut, pour que les soins, la prévention, c'est très très important, soient accessibles à tous, selon les principes de la sécurité sociale. Parce que le premier système de prévention qui a été créé en France, c'est bien celui dans l'après-guerre, alors que notre pays se relevait quand même d'une guerre mondiale, on a réussi malgré tout, dans un pays en ruine, à créer une sécurité sociale qui sert aussi de prévention. Et bien ceci, c'est ce qui est aujourd'hui détricoté, on peut dire, voilà, année après année. À terme, ce que nous voulons faire aussi, c'est développer un pôle public de recherche, de production et de distribution nationale, avec un secteur public du médicament. On voit par exemple de plus en plus la production de médicaments, on l'a vu pendant la Covid, c'était catastrophique, c'est-à-dire que nous avons par exemple un fleuron de l'industrie pharmaceutique en France qui s'appelle Sanofi, qui n'a pas été fichu de créer un vaccin. Tout ça parce qu'en fait, évidemment,
eh bien, il n'était pas suffisamment financé, et surtout c'est une entreprise privée, et donc c'était pas suffisamment rentable pour pouvoir aller sur cette voie-là. À court terme, parce que ce pôle public, il va mettre du temps à se construire bien évidemment, à court terme, les règles de fixation des prix des médicaments doivent être plus transparentes. Les entreprises pharmaceutiques doivent obligatoirement, donc à court terme, contribuer à la recherche clinique publique indépendante sur les nouveaux médicaments et les thérapies innovantes. Moi, je travaille dans le secteur donc, de la santé et du handicap, et plus particulièrement dans le domaine des maladies rares. Et on voit qu'aujourd'hui, les thérapies innovantes, comme la thérapie génique, doivent être financées par la générosité du public. Alors que, normalement, cette recherche-là devrait être dans le domaine public et être favorisée par, justement, un écosystème de recherche universitaire, etc. Mais ce n'est pas du tout ce qui se passe, en fait. Alors, il doit être aussi possible pour les États de casser les brevets. C'est ce qui n'a pas été fait pour la vaccination anti-Covid, par exemple, mais qu'on peut très très bien faire. Pour le Covid, pour les thérapies innovantes, on peut aussi casser les brevets parce qu'en fait, c'est dans l'intérêt général, et donc dans l'intérêt général, on doit pouvoir faire ça. Et pour nous aussi, la recherche doit passer par la coopération et non pas par la concurrence entre les États. On a vu à quel point ça avait été catastrophique pendant les années Covid, les différents États qui se tiraient la bourre pour avoir accès aux masques, etc. Enfin bon, c'est tout à fait indigne. Il nous faut aussi ce Fonds européen de progrès pour développer les soins, évidemment, mais aussi l'accompagnement à domicile. Il faut aussi soutenir les professionnels qui sont dans ce secteur et qui sont aujourd'hui totalement méconnus et non reconnus pour ce qu'elles font. Je dis elles font parce que c'est quand même un métier qui est particulièrement féminisé. Alors, la santé n'est pas une responsabilité directe de l'Union européenne. Il faut dire les choses comme elles le sont. L'Union européenne ne peut pas édicter directement, aujourd'hui, parce que ce sont les choses en tout cas, des politiques de santé publique. Elle ne peut pas organiser non plus un système de soins national. Mais il existe ce qu'on appelle une compétence complémentaire en matière de santé. Et donc, l'Union européenne peut soutenir et coordonner des actions nationales. C'est pour ça que ce que nous proposons est tout à fait faisable. Elle peut aussi adopter des mesures dans des domaines comme les médicaments, j'en ai parlé, ou les dispositifs médicaux. Les dispositifs médicaux, c'est pas par exemple un fauteuil roulant, c'est un dispositif médical, par exemple. Donc, c'est cette compétence-là complémentaire qui peut fonder en fait des coopérations entre les États. Et c'est ce que nous appelons donc de nos voeux dans une Europe des peuples libres et souverains. Mais libre et souverain, ça ne veut pas dire chacun dans son coin. Ça veut bien dire aussi associer dans une démarche commune, dans l'intérêt général de toutes et tous. Il faut sortir les soins de la logique marchande, mais il faut aussi en sortir l'accompagnement médico-social. Alors, celui des personnes âgées, celui des personnes handicapées, un domaine que je connais bien, des personnes les plus précaires, toutes ces personnes qui sont broyées par le système capitaliste et sont laissées sur le bord de la route aujourd'hui. On a eu plusieurs scandales autour de la question des EHPAD privés ces dernières années. On a bien vu à quel point le fait d'abandonner cet accompagnement-là à la rapacité des intérêts capitalistes était catastrophique. Il ne faut pas compter sur eux pour donc ne pas chercher à maximiser leurs profits et donc à s'occuper mieux de nos aînés. Ça, bien sûr, c'est pas du tout leur objectif. Donc, une fois que le temps médiatique est passé, les scandales, il y a eu des livres aussi qui ont été écrits, etc. D'ailleurs, ça a été le cas aussi dans le champ du handicap. On en a moins parlé, mais ça a été le cas aussi. Il y a des lanceurs d'alerte dans ce domaine-là aussi. Une fois que ce temps-là médiatique il passe, on a tendance à oublier et on ne s'est même pas posé la question, mais en fait, aucune véritable mesure n'a été prise. On ne peut pas vraiment parler, on nous a dit que les contrôles seraient multipliés. Bon, moi, je demande à voir pour voir ce qui va vraiment se passer dans la prise en charge de nos personnes âgées. Alors, dans le champ des personnes handicapées, on n'a pas tout à fait la même logique marchande aujourd'hui. Tout ça parce que, en France, le secteur associatif dans le handicap
il est beaucoup plus développé, historiquement développé. C'est-à-dire déjà entre les deux guerres mondiales, il y avait déjà eu des établissements créés d'ailleurs par des associations de personnes elles-mêmes concernées qui voyaient qu'il n'y avait pas de solution qui était proposée. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas à un moment la logique, on va dire, gestionnaire qui n'a pas rattrapé ces associations. J'en sais quelque chose. Plus ça va, plus il y a d'autres forces qui rattrapent ce secteur-là associatif, médico-social, et on va de plus en plus vers l'austérité budgétaire, et donc des salariés qui sont mal reconnus, qui bon, évidemment ont des salaires très bas, des usagers, des personnes handicapées qui ne sont pas accompagnés à la hauteur de leurs besoins. Et si on ajoute à ça un désengagement de l'État. Depuis 2005, on a en fait l'État qui s'est dégagé progressivement d'une responsabilité qui est celle, par exemple, des maisons départementales des personnes handicapées. Il y en a dans tous les départements, hein. On a bien sûr en Isère, et c'est MDPH, comme on dit. Au départ, l'État finançait à 70%, à peu près partout, et les départements à 30%. Aujourd'hui, en fait, le ratio a totalement basculé. Donc ce sont les départements qui financent, principalement, et ce qui finit par donner une situation où il n'y a pas d'égalité de traitement. Selon que vous habitiez dans un département qui a plus les moyens, qui va avoir une approche différente, vous n'aurez pas accès aux mêmes droits, alors qu'en fait, on vit tous sur le même territoire et qu'on devrait tous avoir, bien sûr, accès aux mêmes droits, quel que soit son lieu d'habitation. Alors, petit à petit, donc, il y a ce renversement-là de budget, une baisse des budgets, une augmentation des restes à charge. Par exemple, dans l'aide à domicile, plus ça va, plus les personnes doivent payer de leur poche davantage. Ce qu'on a entendu tout à l'heure devant la Poste avec ce monsieur qui parlait du reste à charge sur ses repas. C'est à peu près la même chose qui se passe donc pour les personnes âgées et aussi pour les personnes handicapées. Il y a bien sûr moins d'accès à l'aide à domicile si les personnes ont moins les moyens de payer ce reste à charge. Et puis on observe bien sûr une fuite, entre guillemets, une désaffection des travailleuses et des travailleurs. Parce qu'en fait, bon, on ne peut pas vraiment les blâmer étant donné le manque de reconnaissance sociale de ces métiers. Le fait que les personnes sont très mal payées, donc elles finissent par se dire bon, je vais aller travailler ailleurs, parce que et puis bon, ce sont quand même des métiers qui ne sont pas faciles, il y a une pénibilité. Je ne sais pas si vous savez que par exemple le secteur de l'aide à domicile provoque plus d'accidents du travail que celui du bâtiment, en nombre, hein. Pas forcément en gravité, mais en nombre. Il y a plus d'accidents du travail dans le secteur de l'aide à domicile que dans celui du bâtiment et des travaux publics. Alors, tout cela crée en fait une maltraitance institutionnelle, on ne peut pas dire autre chose. Les ministres successifs de la santé et des personnes handicapées vont vous seriner sur tous les tons qu'il faut de l'inclusion, bien sûr, de l'inclusion, mais sans moyens, sans tenir compte des besoins légitimes des personnes, et tout cela, bien sûr, en bafouant les droits des personnes âgées, des personnes handicapées, qui sont reconnues pourtant dans le droit international et dans le droit européen. Alors, il faut absolument aujourd'hui arriver à partir des besoins sociaux tels qu'ils sont exprimés donc, par l'ensemble de nos concitoyens, hein, pas uniquement bien sûr ces personnes, mais tout le monde, je pense, aspire à une vie autonome, à domicile le plus tard possible, en tout cas en tant que de besoin, et qu'il y ait bien sûr un accompagnement qui soit à la hauteur, qui soit financé par les pouvoirs publics et non pas bien sûr avec des restes à charge qui sont insupportables pour la personne ou pour son entourage. Donc quand je parlais tout à l'heure de développer les services publics, il faut aussi développer ce service-là et faire en sorte que cela devienne un service public. On pourrait par exemple créer un pôle public de la vie autonome, comme ça a pu se réfléchir dans les mouvements militants de personnes handicapées dès les années 70. Mais ça ne s'est jamais réalisé parce qu'il n'y avait pas de soutien en fait public derrière. Il y avait cette idée-là de parler de vie autonome et tout au long de la vie, avec un contrôle bien sûr des personnes concernées pour pas qu'on décide à leur place hein, de ce qu'elles veulent. Et on propose aussi, nous, au PCF, un pré-recrutement des salariés, comme on le propose dans d'autres secteurs. On pré-recrute
On forme, on fait monter en compétences, et donc on peut, dans le cadre d'un service public de ce type, mieux rémunérer ces personnes qui travaillent dans l'aide à domicile et qui s'occupent des personnes les plus fragiles d'entre nous. On va dire que le nombre de personnes qui seraient nécessaires est évalué à 500 000 personnes au cours des 10 prochaines années. Donc aussi bien donc, dans le champ des personnes âgées que dans celui des personnes handicapées. Il faut aussi avoir en fait en tête que c'est un projet de société. Ça va au-delà de juste dire je crée un service public, je prends un projet de société pour faire en sorte que chacun soit vraiment un sujet de droit dans une société qui accompagne tout le monde depuis la petite enfance. On sait aussi le manque criant de services publics aujourd'hui dans ce domaine-là. Depuis la petite enfance, que la personne ait ou non une déficience ou un handicap, et ça jusqu'au grand âge. Ça c'est voilà, une voie, ce qu'on pourrait financer avec un fonds européen du progrès social. Alors, j'en viens maintenant à un autre sujet qui est celui des transports publics. Alors là, je reviens un peu plus sur la question purement européenne, puisque depuis 2013, et ce qu'on a appelé le paquet ferroviaire, le 4e paquet ferroviaire, parce qu'il y en avait eu avant, l'Union européenne oblige l'ensemble des États à ouvrir à la concurrence les transports publics ferroviaires. Alors, cette situation-là, mais je pense que tout le monde en fait aujourd'hui le constat amer, et ça a été progressif, hein, ça a pris du temps, je pense, pour vraiment bien être perçu par l'ensemble des habitants, mais ça a provoqué des difficultés énormes partout en Europe. Nous, on le voit en France, mais ça se constate aussi en Allemagne, qui avait un service ferroviaire de très bonne qualité et qui s'est dégradé progressivement. La situation est devenue invivable pour les usagers, notamment des transports en commun du quotidien, dans certaines métropoles, mais aussi pour les cheminotes et les cheminots, puisque elles et ils essayent d'assurer au mieux un service public ferroviaire de qualité, mais c'est impossible dans on va dire la situation de sous-investissement actuel. Bon, des retards qui s'accumulent, on le voit tous, des dessertes qui sont insuffisantes dans certaines régions, des prix de plus en plus élevés, parce que bon, on nous dit qu'il faut prendre le train, mais bon, il faut encore avoir le moyen de prendre le train. Aujourd'hui, il faut dire que ça devient de plus en plus cher. On a des gares qui sont déshumanisées, faute de personnel, donc voilà, on en fait le constat aussi quand on a besoin d'un renseignement, ou comme moi par exemple, j'ai besoin d'assistance en gare. Certaines gares, les gares trop petites, il n'y a pas de personnel, donc ces gares-là me sont interdites en tant que personne handicapée, puisqu'il n'y a pas de personnel, alors que bon, on pourrait très bien faire autrement, en vrai. Des incidents techniques, là c'est dû au sous-investissement. On a beaucoup de chance de ne pas avoir eu d'accidents graves depuis un certain nombre d'années, mais ça pourrait très bien arriver. Bien sûr, on ne le souhaite pas, mais en tout cas, ça pourrait arriver. Faute d'investissement dans les infrastructures. Or, le train est quand même un des atouts majeurs qu'on a en France et en Europe. On a un système ferroviaire très très bien maillé. C'est une nécessité sociale pour que chacun puisse se déplacer, etc., autant que faire se peut. Mais c'est aussi une nécessité, un impératif écologique, aussi bien pour le transport des personnes que pour celui des marchandises. C'est un atout aussi pour l'industrie, puisque bon, quand on a un bon système de transport ferroviaire, on a aussi une possibilité de développement économique. Mais aujourd'hui, tous ces objectifs, que ce soit l'objectif social, écologique ou économique, en fait, ont laissé la place au tout marché. Donc il faut ouvrir les marchés. Et le rail a été laissé complètement à l'abandon de plus en plus. Donc par exemple, tout à l'heure quelqu'un parlait de la question du fret ferroviaire devant la poste. Eh bien, la part du fret ferroviaire dans notre pays est passée de 17% en l'an 2000 à moins de 10% aujourd'hui. Donc on voit à quel point aujourd'hui le transport de marchandises se fait de moins en moins par le rail, alors que c'était encore le cas beaucoup plus il y a quelques années, et parce qu'il n'y a pas en fait de soutien public à ce transport-là, qui est un transport bas carbone, et qui en plus a beaucoup d'avantages, outre l'avantage écologique. Alors la situation pourrait encore empirer, parce qu'aujourd'hui il y a un contentieux entre la France et la Commission européenne, qui date déjà d'il y a quelques années, et qui en fait est en raison des aides que la France avait accordées à ce qu'on appelle SNCF Réseau aujourd'hui, qui était en fait Réseau Ferré de France,
Donc ça se pourrait que cette entreprise soit à terme liquidée, totalement privatisée, à cause de ce contentieux-là. Alors que, bon, on a besoin d'un système ferroviaire qui fonctionne. Il y a donc urgence à revenir à une logique de service public ferroviaire, que ce soit pour les marchandises et pour le transport, bien sûr, de personnes. Parce que la SNCF, c'était quand même, aujourd'hui, c'est à peu près, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, 5 ou 6 sociétés, parce qu'elle a été complètement découpée, démantelée. Mais au départ, c'est quand même une entreprise qui était l'exemple à suivre. Moi, j'ai vécu quelques années au Royaume-Uni, on va dire dans les années 90, et c'était le début du déclin total du ferroviaire britannique. Et tout le monde me disait à l'époque, ah mais vous avez de la chance en France, vous avez des trains qui fonctionnent, qui ne sont jamais en retard, ça marche bien chez vous. Bon, aujourd'hui, on peut dire que, disons qu'on a suivi des exemples qu'il ne fallait pas suivre, on va plutôt dire comme ça. Donc aujourd'hui, il faudrait investir massivement dans le ferroviaire, réouvrir des lignes, améliorer la performance des lignes actuelles pour éviter les incidents, etc. Et d'ailleurs, dans le plan climat que propose le PCF, donc le plan Empreinte 2050, on propose de revenir au réseau ferré tel qu'il était en nombre de kilomètres en 1960. Donc il ne s'agit pas de revenir en arrière, mais d'améliorer la performance et d'avoir un réseau avec un maillage, des petites gares, etc., pour permettre justement là d'atteindre les objectifs écologiques. Il faut aussi, bien sûr, sortir des paquets ferroviaires européens, renationaliser la SNCF. Ça, c'est une évidence. Instaurer la gratuité aussi des transports, notamment des transports urbains et des trains express régionaux. Et l'objectif aussi qu'on s'est fixé, c'est d'arriver en 2045, donc quelques années avant l'horizon 2050, d'arriver à 25% de fret ferroviaire. Alors, il faudrait aussi investir, pour arriver à ce niveau-là, il faudrait investir 10 milliards d'euros supplémentaires chaque année sur 15 ans à partir de maintenant. Voilà ce qu'il faudrait, d'où l'intérêt d'un fonds européen, puisque ça nous permettrait de mutualiser aussi la nécessité d'investir. Il faut aussi accélérer donc, les grands travaux, par exemple Lyon-Turin, on pourrait l'accélérer, parce qu'aujourd'hui, c'est un projet qui n'avance pas suffisamment rapidement. Alors, toutes ces politiques néolibérales en Europe, je pense que là, aujourd'hui, on peut dire qu'elles ont fait leur temps, qu'il est temps de passer à autre chose, et vraiment de répondre à nos besoins. Et cette idée-là, elle est aussi valable pour le secteur de l'énergie. Parce que, bon, depuis, on va dire, 2020, 2021, on a une explosion des prix de l'énergie. Tout le monde a pu en faire le constat dans ses factures. Hein, par exemple, on nous dit c'est la faute de la guerre en Ukraine. En vrai, l'augmentation des cours avait commencé avant la guerre en Ukraine, on le sait tous. Et bon, bien sûr, la guerre a accéléré, a aggravé les choses. Mais ce n'est pas la cause première de ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, en fait? C'est simple. Il y a eu un choix politique qui a été fait il y a 20 ans. C'est celui du marché européen de l'énergie. C'est de faire de l'énergie un marché, ce qu'elle n'était pas auparavant. Il y a eu une première directive en 2003. Ensuite, il y en a eu d'autres en 2009, ce qu'on appelle le paquet énergie. Fameux, encore, l'utilisation de cette terminologie un peu irritante, on va dire ça comme ça. Et ces textes-là, en fait, ont mis en place une politique de dérégulation, de privatisation des grandes entreprises publiques, des monopoles publics dont on parlait tout à l'heure pour la Poste. Hein. Et avant cela, il y avait eu les télécommunications, la Poste aussi, et puis les transports, j'ai parlé tout à l'heure pour la SNCF. Donc à partir de là, l'énergie, ça devient un marché. On se dit, bon, c'est un marché comme un autre, voilà, on l'ouvre à la concurrence, alors que dans notre pays, on avait EDF, GDF, qui gérait l'ensemble de la filière, depuis la production jusqu'à la distribution de l'électricité, et du gaz, bien sûr. Mais ces deux entreprises ont dû s'ouvrir à la concurrence. Et l'objectif, parce que c'est toujours ce qu'on nous dit quand on ouvre à la concurrence, l'objectif, faire baisser les prix pour le consommateur. Bon, évidemment, là, c'est complètement raté. Hein. Mais ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on a créé un marché complètement artificiel. Parce que même pour les libéraux, en fait, c'est pas un vrai marché. Hein. C'est un marché dont le résultat est complètement catastrophique. C'est-à-dire qu'on a démantelé des monopoles publics qui fonctionnaient,
en France et ailleurs, hein, c'est pas propre à la France, on a ça en Espagne, on a ça en Belgique, EDF par exemple, qui était un fleuron de notre industrie, qui avait un mix énergétique avec des prix bas, parce que c'est un mix à base de nucléaire et d'énergie renouvelable comme l'hydraulique par exemple, donc les prix étaient relativement bas, voilà. Et on lui a dit, bah non, il faut ouvrir la concurrence, il faut créer des concurrents. Donc ces concurrents-là, aujourd'hui, ils existent, d'ailleurs, ils nous harcèlent au téléphone, enfin bon. Et en fait, ils ne produisent rien. Ce sont des concurrents artificiels, puisqu'ils ne produisent pas. Mais depuis 2010, pour l'électricité par exemple, EDF doit vendre à prix bas et fixe l'électricité qu'elle produit à des concurrents. Ce qui semble mais complètement aberrant. Donc en fait, ils ne produisent rien. Mais ils font de la marge, hein, ça là-dessus, il n'y a pas de souci, ils font de la marge et ils ne produisent pas. Et il y a aussi autre chose, c'est que dans le calcul en fait des prix, c'est un mécanisme qui est assez complexe, hein, je ne vais pas entrer dans le détail, mais le nucléaire et l'énergie hydraulique ne sont pas pris en compte, alors qu'en fait ce sont des énergies qui sont moins chères à produire que par exemple évidemment le charbon, puisque par exemple un pays comme l'Allemagne est revenu au charbon, et alors que c'est quand même une énergie très polluante évidemment, et en plus qui est chère à produire. Et ce qui est quand même hallucinant, c'est qu'on entend aujourd'hui quelqu'un comme Bruno Le Maire qui critique le système du marché européen de l'énergie en disant non mais finalement c'était peut-être pas une si bonne idée que ça, alors qu'en fait en 2005 quand EDF a été privatisé, c'est lui qui était directeur de cabinet du ministre de l'économie. Donc voilà. Donc ce marché européen-là, c'est une escroquerie, on ne peut pas dire autre chose, pour les citoyennes et les citoyens que nous sommes, mais aussi pour l'économie. Parce que il faut se dire qu'il y a eu des conséquences sur notre pouvoir d'achat, bien évidemment, mais aussi pour des industries qui sont énergivores. Si on prend par exemple le verre, l'aluminium, l'acier, etc., forcément, quand les coûts de l'énergie augmentent, eh bien, ça pose un problème ensuite de désindustrialisation aussi de notre pays par ce biais-là. Et puis on a affaibli EDF, hein, évidemment, parce qu'elle doit vendre son électricité à prix coûtant à des concurrents, c'est hallucinant. Même quand les prix augmentent au niveau international, EDF a toujours vend au même prix à la concurrence, ce qui l'affaiblit forcément financièrement. Et puis, il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait eu la tentative aussi de privatiser les barrages. Je crois qu'on s'était mobilisé contre ça, je me souviens. Alors que c'est concerné dans la région. Ben, c'est pour ça que je le cite, parce que c'était hallucinant, alors qu'un barrage, c'est un monopole naturel. On ne va pas s'amuser à faire un barrage EDF à côté d'un barrage, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, NJ ou je ne sais pas quoi. Ça n'a aucun sens en fait. On ne va pas multiplier des barrages sur un même point. Donc il y a des mesures urgentes qui sont nécessaires pour lutter contre cela. Bon, d'abord, il faudrait bien sûr sortir de ce marché européen de l'énergie, mais en étape intermédiaire, on peut demander très bien, comme l'ont fait l'Espagne et le Portugal, à être exemptés du marché européen de l'énergie. C'est ce que ces deux pays-là ont réussi à faire, et donc ont été, on va dire, protégés de la flambée des prix, en tout cas beaucoup plus que nous. Hein. Il faut aussi refuser que le prix de l'électricité soit indexé sur celui du gaz. Parce que l'objectif que nous avons avec le plan climat notamment, c'est de sortir à terme des énergies fossiles. Donc forcément, c'est à la fois un enjeu qui est écologique, mais c'est aussi un enjeu politique. Parce que pour être indépendant des pays du Golfe Persique, indépendant des États-Unis, évidemment, on ne peut pas dépendre du gaz américain. D'ailleurs, les Américains vendent leur gaz particulièrement cher. Hein. C'est pas du tout de cadeau à l'Union européenne. Alors, ensuite, puisque je parlais de géopolitique, il y a aussi la question de la paix, qui doit être au cœur de notre campagne pour les Européennes. C'est pas évident, je sais, aujourd'hui, étant donné tout le battage que l'on entend sur l'économie de guerre, sur le fait qu'il faut se réarmer, voilà, dans tous les sens. Mais la paix, c'est un horizon politique. C'est quelque chose pour laquelle il faut lutter absolument. Et lutter contre cet engrenage qui monte, dont on se rend compte tous les jours dans les discussions qu'on peut avoir aussi avec
avec les personnes avec qui auprès de qui on milite. Et nous proposons l'ouverture évidemment de négociations de paix en Ukraine et aussi à terme un traité de sécurité collective européen pour aller à l'encontre de cet horizon de guerre. On a l'impression que c'est inéluctable, qu'on se dirige vers une troisième guerre mondiale ou je ne sais quoi. Et c'est quelque chose, il faut absolument qu'on se mette, nous, en ordre de bataille, justement contre cet horizon-là. Et il ne peut pas y avoir de sécurité et d'autonomie européenne si on reste sous la tutelle de l'OTAN. Aujourd'hui, telle que la situation est aujourd'hui, c'est impossible. Il faut dans un premier temps sortir du commandement intégré, qu'on a réintégré qu'en 2009. Je veux dire, on n'était pas dans le commandement intégré l'OTAN à l'origine. Et la première étape, c'est déjà de sortir du commandement intégré, puis ensuite sortir de l'OTAN. Et il faut aussi que reprennent des discussions sur le désarmement multilatéral, et pas uniquement entre les États-Unis et l'Union européenne, etc. Il faut, par exemple, reprendre les discussions, que la France, en fait, se réengage dans les discussions sur l'interdiction des armes nucléaires. C'est vraiment essentiel. Et puis, bien sûr, il y a la question de Gaza. Agir pour un cessez-le-feu à Gaza, pour une reconnaissance de l'État de Palestine, c'est essentiel. 2 États, côte à côte, vivant en paix. En finir aussi avec les livraisons d'armes à Israël. Et l'Union européenne a un accord d'association avec Israël. Et cet accord-là doit être rompu, suspendu, jusqu'à ce que cet État respecte le droit international, ce qu'il ne fait pas aujourd'hui. Alors, il y a aussi la nécessité de rompre avec l'économie de guerre. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est tout à fait normal qu'il y ait des politiques d'austérité, parce qu'il faut qu'on se prépare à la guerre. En gros, il faut faire des économies, parce que vos besoins sociaux passent après l'économie de guerre. Et ça sert à légitimer, évidemment, l'austérité, mais ça sert aussi à délégitimer toute mobilisation sociale. Donc, quand on est contre, on va dire, telle ou telle politique d'austérité, on nous dit que on n'est pas, on ne favorise pas l'économie de guerre qui est nécessaire, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est avant tout une souveraineté des peuples, je l'ai dit tout à l'heure, remettre en cause les traités néolibéraux, mais il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire aujourd'hui à l'intérieur des traités de l'Union européenne. Et ça, c'est ce qui aussi nous différencie d'autres listes. C'est que nous, on n'attend pas les bras croisés que les traités, qu'on arrive à sortir des traités, etc. À l'intérieur des traités actuels, il y a des possibilités d'action et des marges de manœuvre d'action. Alors, un autre sujet qui est très 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 important, c'est celui de l'écologie et de l'écologie populaire, telle que nous on la porte avec le plan climat. Et l'Union européenne, de son côté, s'est fixé un objectif de réduction des gaz à effet de serre, on va dire de 55%. Mais nous, ce qu'on recherche avant tout, c'est bien sûr d'aller vers une économie très bas carbone. Et pour ça, il faut sortir des politiques européennes actuelles, puisque ces politiques-là, en fait, avec ces politiques-là, l'objectif de l'Union européenne est inatteignable en vrai, parce qu'on dit 55% d'ici 2030, c'est tout à fait faisable avec le pacte vert, etc. Mais on reste toujours dans le tout marché. Et à l'intérieur de ce tout marché, on ne peut pas, en fait, arriver à une véritable réduction des gaz à effet de serre. Nous, ce qu'on vise avec le plan climat, c'est une neutralité carbone en 2050. Et en fait, quand on parle de neutralité carbone, on ne parle pas seulement des émissions territoriales, c'est-à-dire des émissions qu'on produit ici en France, maintenant, sur notre territoire, mais on tient compte aussi des émissions qui sont importées, c'est-à-dire de tous les produits qu'on importe et qui, en fait, sont sources en vrai de pollution. Et pour y arriver, il faut réindustrialiser la France, réindustrialiser le continent et électrifier, en vérité, beaucoup des activités pour arriver justement à cet objectif de neutralité carbone en 2050. On veut aussi, mais ça on en a parlé tout à l'heure, des transports en commun. On veut plus de transports en commun et plus de ferroviaire pour des distances un peu plus longues, avec
ce plan climat, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de jeter un coup d'œil, ne serait-ce qu'un résumé, parce que je sais qu'il est plutôt costaud, on va dire. Mais quand on regarde de près, en fait, on s'aperçoit qu'il est très réaliste. C'est-à-dire qu'il ne dit pas, par exemple, on va arrêter la voiture. Voilà. On sait très bien, au Parti communiste, que aujourd'hui, dans beaucoup de régions, c'est impossible d'arrêter la voiture, là, maintenant, même d'ici 10 ans, 20 ans. On sait que ça va être très compliqué. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tendre vers un horizon où on va avoir plus de pistes cyclables pour faire des petites distances. On ne demande pas aux gens de faire 50 km à vélo. Enfin, il y a plein de gens qui ne peuvent pas commencer. Et puis, il y a aussi le ferroviaire qu'on peut développer en reprenant justement des petites lignes. Eh bien, il y a des distances un peu plus longues qui seront tout à fait faisables en train. On veut aussi, pour arriver à cet objectif-là, renforcer la coopération internationale, la recherche publique. Mais pour ça, il faut mutualiser, évidemment, puisque nous, on peut faire la recherche en France, mais quand même, on a aussi des chercheurs un peu partout en Europe avec lesquels on peut travailler. Il faut aussi augmenter les solidarités donc internationales, là, dans le sens au-delà de l'Europe, hein, bien sûr, puisque le GIEC, par exemple, dit qu'il faudrait 1300 milliards de dollars d'aide extérieure par an pour aider les pays en développement, justement, à atteindre des objectifs écologiques. Alors, cette écologie qu'on veut, c'est une écologie qui est populaire et démocratique. On veut aussi renforcer les compétences des salariés, parce qu'il y aura forcément des transitions vers d'autres métiers, d'autres secteurs, et pour ça, il faut renforcer les compétences. On le fait avec aussi notre dispositif sécurité, emploi et formation, puisque l'idée, c'est pré-recruter des salariés dans des secteurs clés dont on a besoin et les former pour éviter que les transitions soient violentes pour les salariés. Alors, chers camarades, chers amis, je pense qu'on peut y arriver. En créant ce fonds-là, ce fonds de progrès social et écologique, on peut y arriver. Alors, comment y arriver, justement, que ça ne reste pas simplement des incantations, etc. Eh bien, il faut utiliser autrement l'argent de la Banque centrale européenne. Le fonds de progrès social et écologique serait abondé par la BCE avec un fonds qui va verser des avances à 0% aux États qui engageront des investissements sociaux et écologiques qui sont nécessaires sur leur territoire. C'est ça en fait tout l'idée, tout le projet, c'est que ça se fasse avec l'argent en fait qui aujourd'hui est utilisé pour des politiques libérales. Et ce fonds sera gouverné démocratiquement et socialement, parce qu'en fait, on se propose, bien sûr, de réviser la procédure législative actuelle de l'Union européenne, pour pouvoir associer les parlements nationaux à l'élaboration des textes européens, avant qu'ils soient adoptés par le Conseil européen, par le Parlement européen, pour qu'en fait, il n'y ait plus de régression sociale et écologique qui se fasse via un texte européen, sans que personne n'ait donné véritablement un mandat à, par exemple, un exécutif national. Parce qu'en fait, souvent, on va vous dire, oui, bon, c'est Bruxelles. En fait, c'est pas Bruxelles. C'est l'exécutif qui est à Bruxelles, qui discute pendant un Conseil européen. Ensuite, il y a des textes qui sont proposés. Et vu qu'on a aujourd'hui un Parlement européen qui est majoritairement de droite et d'extrême droite, voilà, on se retrouve avec des politiques régressives. Mais c'est pour ça qu'on ne peut pas donner un mandat à un gouvernement sans qu'il y ait un mandat du peuple, et ça passe par les parlements nationaux avec plus de place. Donc le 9 juin, chaque voix va compter pour mettre en échec ces politiques néolibérales, pour mettre en échec aussi la droite extrême, parce qu'aujourd'hui on peut parler vraiment de droite extrême, et l'extrême droite, et pour avoir une autre construction européenne avec nos candidates et nos candidats donc, de la gauche unie pour le monde du travail. Donc le 9 juin, vous allez voter pour nous, mais vous allez aussi voter pour vous, travailleuses et travailleurs. Merci beaucoup de votre attention. Oui, on va tout de suite passer à, je pense, un échange. Et du coup, je vais essayer de m'occuper un peu de distribuer la parole. Oui, vas-y. Oui. Vous n'avez pas soulevé le problème des retraites et des retraités.
est-ce qu'on prend plusieurs questions? Oui, on va prendre plusieurs questions, puis on peut répondre. C'est très succinct. Oui. Tu abordes en détail notre liste qui parle de gauche unie. Donc, je sais, mais ce serait bien d'expliquer qui fait partie de cette liste. Merci. Je n'ai pas abordé la question des retraites. Bon, il y avait beaucoup de choses à aborder, donc forcément, c'était un peu... Voilà, j'ai de faire un tour d'horizon des sujets. Alors, il faut bien se dire que dans tous les États européens, il y a des tentatives de faire reculer les droits des retraités, évidemment, mais aussi les droits des actifs actuels, hein, puisque comme on a eu en France l'année dernière, malheureusement, on se retrouve avec un départ à la retraite qui est encore repoussé. Et ça, en fait, c'est quelque chose que beaucoup d'Européens ne veulent plus, mais c'est aussi lié à cette austérité budgétaire, c'est-à-dire que nos intérêts viennent après ceux des capitalistes et des grandes entreprises. Et ce que le marché pousse l'Union européenne à faire, c'est ça. Il faut que les gens travaillent plus tard, qui travaillent avec des salaires qui les maintiennent dans la pauvreté, avec des droits au chômage qui sont réduits, parce que là on voit aujourd'hui les attaques contre le chômage, mais ces attaques-là, elles ont eu lieu dans d'autres États européens il y a 10 ans, il y a 15 ans, etc. Donc pour les retraités, c'est exactement la même chose. Et on a bien vu en France qu'il y avait un vrai mouvement contre la régression des retraites, je ne vais pas dire la réforme des retraites. Le gouvernement s'est assis dessus, parce qu'en fait, il sert les intérêts des capitalistes et pas du tout les nôtres. Ça, c'est évident. Et c'est le cas aussi d'autres catégories de population. Donc, comme je disais, les privés d'emploi, avec les réformes du chômage, mais c'est le cas aussi des personnes qui sont pensionnées d'invalidité, qui aujourd'hui sont en grande difficulté dans beaucoup de pays, parce que plus ça va, plus leurs droits reculent, et en plus on veut les remettre au travail, comme dans les politiques thatchériennes. En fait, c'est ça, c'est un retour à Thatcher. Si on prend par exemple le cas des pensions d'invalidité, dès les années 90, Thatcher a rogné sur ces droits-là. Alors, la gauche unie, donc c'est le Parti communiste, donc dans cette liste pour à peu près un tiers. Pour un tiers, on a beaucoup de syndicalistes qui nous ont rejoints. Et puis, pour le troisième tiers, eh bien, c'est les radicaux de gauche, l'engagement, donc, qui est le mouvement d'Arnaud Montebourg, et la gauche républicaine et socialiste. Donc avec notamment Emmanuel Morel, qui est le député sortant, en fait, de la liste. Voilà. Une question quand même mathématique. Moi, ce qui m'a frappé, que j'ai trouvé positif, moi j'ai fait partie des camarades qui ont mis en débat à la fois nos positions sur l'Europe. Je pense plutôt qu'on attend de nous qu'on soit plus en rupture par rapport à ce qui se fait au niveau de l'Union européenne. Et puis la question de cette liste du monde du travail, que je trouvais très intéressante sur le principe. Et donc j'ai une question, une remarque. Ma question c'est, Fatima, il faut combien de pourcents pour, par exemple, vous qui êtes 8e, soyez député? Et combien de pourcentage pour que des gens du monde du travail et de la diversité et puis des femmes, voilà, parce que c'est vrai que c'est une liste d'union, et donc du coup, en plus, il a fallu faire de la place à d'autres qui ne sont pas du parti, parce que c'est comme ça, c'est la loi du genre. Voilà, ça c'est ma question un petit peu. Ensuite, pour ne pas monopoliser, puis je ne reviendrai pas, je pense qu'on a besoin de candidats qui portent demain la possibilité d'apporter une voix différente au niveau de l'Union européenne, mais une voix de rupture. C'est-à-dire pas une voix qui... C'est très bien qu'on pousse les idées que l'on défend au niveau du parti, qu'on les monte d'un cran au niveau européen, mais on est très minoritaire dans notre pays pour les défendre, et à moins d'une intervention divine, on ne sera pas majoritaire demain au niveau de l'Union européenne, et on va être plutôt en résistance si on a la chance d'y arriver. Et je pense que c'est important que nos candidats et nos futurs députés communistes, si on a la chance d'envoyer quelques députés,
se prépare à des actions de résistance, de dénonciation des politiques qui vont être menées, presque plus que on pourrait faire différemment. On pourrait toujours faire différemment, bien sûr, mais on est très loin de pouvoir prendre le pouvoir en Europe. Voilà. Donc il va falloir se battre contre ce qui va nous arriver. Voilà, voilà la réflexion. Mais bon, pour ça, il faut envoyer quelques députés, évidemment. C'est assez simple, hein, parce que c'est de la proportionnelle pure, les européennes. Donc en fait, pour m'envoyer à Bruxelles, il faut 8%. C'est simple. En fait, c'est vraiment mathématique, c'est tout, voilà, c'est tout simple. Donc évidemment, c'est un résultat qui n'est pas garanti, on s'en doute. Mais il faut, voilà, c'est vraiment de la proportionnelle. Donc dans l'argumentaire militant hein, que j'ai, que d'autres ici certainement ont, il faut dire que en fait, chaque voix compte. Plus on a de voix, plus en fait, là il n'y a pas de vote utile. On ne dit pas, voilà, je vais voter pour machin parce que comme ça j'aurai plus de gens à gauche, machin. Pas du tout. Là c'est en fait, on a 5%, on a 5 députés. Bon, voilà, c'est simple. Les 5 premiers sur la liste, on a 8%, ce serait mieux, bien sûr. Mais en tout cas, c'est un peu voilà, c'est vraiment tout. Quelque part, cette élection européenne, elle est totalement proportionnelle. Est-ce qu'elle est totalement démocratique? Je ne sais pas. Mais en tout cas, bon, moi, à titre personnel, je trouve que les listes des européennes devraient être transnationales. Mais ça, un jour, on y arrivera peut-être. Hein. Ça, c'est mon point de vue, pas forcément celui de tout le monde. Mais je pense que ce serait beaucoup mieux, justement, pour construire un rapport de force à Bruxelles, à Strasbourg, d'avoir en fait des listes qui réunissent des personnes de plusieurs pays. Votre dernière remarque, oui, je suis d'accord. C'est-à-dire que si demain on a un certain nombre de députés qu'on envoie, alors ils vont travailler au sein d'un groupe. C'est-à-dire que heureusement, parce que nous, le PC, on n'est plus à Bruxelles depuis quelques années, mais heureusement, on a par exemple des camarades qui d'autres pays, notamment le PTB belge, hein, qui est quand même très très actif. Et c'est là, à l'intérieur de ce groupe-là, qu'on peut dénoncer, bien sûr, les politiques néolibérales, porter une voix différente, résister en fait, parce que on le sait, enfin je veux dire, on ne se cache pas derrière notre petit doigt, on sait bien que ce qu'on combat aujourd'hui, c'est l'extrême droite aussi. On combat l'extrême droite dans un contexte où on nous parle sans arrêt de guerre, etc. Donc il faut se dire qu'il y aura aussi, il faudra une forme de résistance. Il faudra trouver les moyens d'eux, mais pour ça il faut avoir suffisamment de monde pour pouvoir le faire. Et d'avoir une vraie gauche, une vraie alternative de gauche. Et je pense qu'on la trouve aussi ailleurs en Europe. Heureusement d'ailleurs, il y a d'autres partis communistes, ou proches en tout cas du Parti communiste, le Parti des travailleurs, ailleurs dans d'autres pays européens. Parce qu'on entend souvent, alors on a l'habitude en plus en France avec notre système électoral dans beaucoup d'élections de cette cochonnerie de vote utile, comme l'a dit Fatima là, c'est de la proportionnelle, mais c'est une élection où je pense qu'il faut même retourner l'argument du vote utile. Parce qu'on entend d'autres listes concurrentes à gauche, mais vous n'allez pas faire, ça va être des voix perdues, on aurait dû faire une liste unique. Alors déjà, si à toutes les élections on se met à faire des listes uniques, ça veut dire qu'il n'y a pas, et on sait qu'il y a des différences sur tout un tas de sujets qui ont été abordés là, notamment sur les questions de l'énergie et du plan de climat. On a une voix originale, travaillée, originale et importante à faire savoir. Et c'est pas la même chose que les autres listes qui sont à gauche, sans être des adversaires. On est des concurrents parce qu'il y a des engagements différents derrière. Mais je dis, retournez l'argument du vote utile, parce que il dit, oui, il faudrait faire comme au présidentiel, il faut donner les voix qu'à ceux qui sont en tête, sinon ça va se perdre. C'est un mauvais calcul pour la gauche. Parce que on fait, par exemple, s'il nous manque 1 ou 2% pour passer la barre des 5, si on les donne aux autres listes de gauche, ils vont gagner peut-être un élu. Alors que nous, si on passe la barre des 5, c'est 5 élus de gauche de plus d'un seul coup. Ça, je pense, c'est important, parce que c'est un argument. C'est un argument qu'on nous oppose souvent. Non, le vote utile, c'est que toutes les listes de gauche aient des élus.
Et ça fait beaucoup plus de force au Parlement européen pour faire tout le travail dont tu as parlé, Fatih. On nous parle d'économie, 10 milliards encore cette année, 20 peut-être plus, de 20 milliards l'année prochaine, et voire d'après, encore 10 milliards plus après, je dirais, mais l'argent, il y est, hein, et on sait où le trouver. Hein, parce que si je prends les PDG de Bouygues, de Total Energy ou de LVMH, c'est entre 4 millions et 5 millions par an. Donc je crois que là, hein, et puis je dirais quand même, pour le Covid, on a su trouver, je dirais, du fric, parce qu'on dit, bah oui, mais ça va endetter la France, mais bon, ça fait rien, il y a eu du fric, quoi. Et puis, je dirais aussi, bon, il n'y a pas que le Covid. Par exemple, si je prends la cathédrale de Notre-Dame, bon, ben, on va trouver tout de suite des millions et des millions pour faire la cathédrale de Paris, quoi, je veux dire, Notre-Dame. Hein. Bon, ceci étant, je dirais, ça c'est. On nous met de la poudre aux yeux, là, mais du fric il y en a, parce que bon, il suffit de trouver là dans les bonnes poches, quoi. Encore, il y a la question de la dette, en fait, à chaque fois on essaie de faire peur aux gens en leur disant oui, vous accumulez des dettes pour les générations futures, pour vos enfants, vos petits-enfants, etc. En vrai, la dette, ça dépend ce qu'on en fait, en fait. On peut s'endetter pour justement, par exemple en faisant ce fonds européen qu'on propose, on ne s'endette pas, on investit pour les besoins sociaux écologiques. On investit pour avoir une transition écologique qui permettront justement aux enfants et aux petits-enfants de survivre en fait au changement climatique. Enfin bon, il ne s'agit pas de s'endetter. Et oui, bien sûr, il y a des sources de financement qui existent. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Alors, l'année dernière, M. Macron, c'est ce que j'ai lu sur le journal La Forge, tout le monde vous connaissez, il a quand même donné aux militaires 417 millions d'euros. Et après, il faudrait que ce soit les ouvriers, les salariés, les pauvres, le peuple, qui doivent payer la dette que l'on dépasse sur le 5%. Et que cette année, il a rouvert, enfin, c'était ouvert déjà, mais de la poudre pour faire, pour les obus. Ça a été relancé, et là, il y a de l'argent pour faire la guerre. Alors les gens, il faudrait peut-être, les Français, les Françaises, peut-être devraient ouvrir leurs yeux, ou peut-être devraient se réveiller, je ne sais pas, mais dire non à tout ça. Mais c'est fait. Je disais quand je parlais de la pseudo-économie de guerre, c'est-à-dire qu'on va aussi multiplier les dépenses militaires, et c'est en France, mais c'est aussi dans d'autres pays européens. En fait, ça nous mène droit dans le mur. En fait, toutes ces dépenses-là, elles pourraient être réorientées pour justement tous les services publics dont on a parlé, pour l'éducation, c'est le sujet que je n'ai pas abordé, parce qu'il y avait déjà beaucoup de choses à dire, mais ça aussi c'est un sujet évidemment majeur quand on voit l'effondrement actuel de notre système éducatif. Évidemment que ces millions-là, pour construire, pour les dépenses militaires, elles peuvent être réorientées, et elles doivent l'être réorientées pour les besoins sociaux, et pas pour nous mener à un engrenage qui va nous mener droit dans le mur, ça c'est certain. Mais vu que le service militaire n'existe plus, mais que tous ces jeunes-là, lui, voudraient remettre le service militaire pour que tous ces jeunes-là, nos petits-enfants et nos enfants, aillent faire la guerre. Non, je ne suis pas d'accord, je suis anti-militariste. On a exprimé, enfin Léon l'a très bien exprimé, hein, lui qui est jeune encore, l'a très bien dit, hein, c'est-à-dire que nous on veut pas aller à la guerre, hein, on ne veut pas que les enfants ou les petits-enfants aillent combattre pour de toute façon des intérêts financiers avant tout, et pas du tout pseudo-défense de la nation. L'OTAN est en train d'obliger tous les pays membres à atteindre 2% du PIB.
en dépenses militaires. Et la France, notamment, Macron, ce qui a annoncé dans ses programmations, c'est d'arriver à ces fameux 2%, quand les budgets comme la culture sont à je ne sais pas combien, à 0,2 ou 0,3. Les choses ont été dites très clairement sur le fait que c'est le capitalisme qui porte la guerre. Le capitalisme a toujours résolu sa contradiction dans la guerre. Mais non, le système capitaliste, c'est-à-dire que c'est le profit. Et le profit aujourd'hui, il essaye d'être encore plus important. Et une manière d'accélérer les choses, c'est la guerre. On le voit bien avec l'économie de guerre. L'économie de guerre, c'est des budgets d'austérité. Ça a toujours été des budgets d'austérité. Et c'est du développement capitalistique, dans le sens où des recettes extraordinaires sont faites par l'industrie, financées par les États. C'est le rêve du capitaliste. On socialise les investissements, les dépenses, et on privatise les recettes. Et quand ça ne suffit pas, la guerre vient un peu remettre un petit peu de... Et c'est ce qui est en train de se passer. Ça s'est passé en 14. Et comme en 14, on essaye d'emmener tout un pays droit dans ses bottes. Vous oubliez, monsieur, que Napoléon III aussi... Oui, voilà. On n'a pas cette guerre, mais il faut la compter, monsieur. Bien sûr. Non, mais moi je ne suis pas historien. Ce que je sais, c'est que j'ai la mémoire de mes grands-parents. Moi, je le dis parce que je l'ai lu. Bien sûr, mais la mémoire de nos anciens, quand je suis... Qu'est-ce qui s'est passé en 14 ? Une partie de la gauche, elle a voté les crédits de guerre. C'est ce qui a donné, quelques années plus tard, notre congrès de Tours et la naissance du Parti communiste, parce qu'on ne voulait plus des socialistes qui avaient voté les crédits de guerre. Bon, ça s'est passé aussi. Pourquoi 17 en Russie ? C'est aussi dans une logique de refus des guerres capitalistes. Et aujourd'hui, on y est à nouveau. Il faut que notre parti puisse dire clairement que c'est la logique capitaliste qu'on nous emmène dans le mur. C'est pas parce que les gens sont bêtes, c'est parce que l'ensemble du système veut nous y amener. Il suffit de brancher la télé, moi je ne l'ai pas, mais je l'ai vu rapidement. Le jour où on a voté justement à l'Assemblée, je ne sais plus trop quoi, sur les crédits d'armement. Et à la télé, il n'y avait que des spécialistes qui succédaient, qui disaient enfin la France, enfin on va pouvoir doubler notre capacité, vous vous rendez compte ? Il faut livrer 30 000 drones par jour, on peut en livrer que 15 000. C'est horrible. Enfin, on va investir dans l'industrie en France. Voilà, moi, j'ai grandi en face d'une usine de munitions. C'est la MGM, c'est la Chédid, à Bollé-Valence. Et ben, elle vient de refaire tout son bâtiment avec des beaux vitraux, parce qu'elle produisait 1 milliard de cartouches par an. Et je pense qu'elle va passer à 4 ou 5 milliards de cartouches. Donc voilà, donc le capitalisme, c'est la guerre. Voilà. Et l'anticapitalisme et le Parti communiste, c'est la culture de la paix. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut porter fort, aujourd'hui plus que jamais. Et toute la question de sortir de l'OTAN, c'est vrai je pense que les gens attendent du Parti communiste des vrais positionnements de rupture par rapport à ça, ce qui va de pair aussi avec un vrai positionnement sur la Palestine, c'est le cas, mais c'est aussi vis-à-vis d'Israël, pouvoir dire clairement qu'on appelle du blocus. Moi, j'ai pas honte de dire, ça fait 50 ans qu'on affame Cuba, et pour l'instant, ça fait 9 mois qu'il y a un processus de génocide à Gaza, et il n'y a encore aucune tentative de bloquer économiquement Israël. Et en France, on a énormément d'intérêts financiers avec ces territoires. Bon. Là aussi, le parti pose ses bases, mais peut-être le faire plus fort encore dans le cadre de cette élection. Voilà. Ça se dit et ça se... Voilà, c'est quand même des positions qui sont portées par le parti, notamment la culture de la paix, parce que c'est quelque chose qui aujourd'hui, c'est une voix qu'il faut faire entendre absolument. Parce que tout porte justement vers cette espèce de pensée unique quasiment, où il faudrait dire oui, il faut qu'on produise des armes, il faut qu'on produise des obus, des munitions, etc. Petite question, vous parliez tout à l'heure évidemment d'une orientation à droite, voire extrême droite, voire droite extrême au sein de l'Union européenne, et on peut le voir aussi sur le plan des États, de toute façon. Aujourd'hui, moi je pense que ça vient essentiellement du manque d'implication de la jeunesse et surtout du manque d'intérêt qu'a la jeunesse pour le monde politique. Quelle est votre ligne de communication? Quels sont vos... je ne sais pas comment dire, mais
comment vous engagez pour ramener des jeunes comme ça à venir voter, à s'intéresser à de la politique, etc. etc. Concrètement, pardon, c'est souvent des sujets, je radote quand même. Très souvent, voilà, sur des réunions comme ça, effectivement, les intéressés, que ce soit des sympathisants ou des militants, vont venir. On peut faire ce constat-là, mais après, moi je vois plutôt quand même un intérêt, mais un intérêt peut-être différent des générations précédentes pour la politique. Je suis pas sûre qu'il n'y ait pas d'intérêt. La politique politicienne, pardon. Ouais. Mais moi je pense qu'il faut continuer à porter nos messages, nos propositions auprès des jeunes. Si je prends par exemple la question écologique aujourd'hui, c'est une question qui intéresse les jeunes, dans laquelle ils s'impliquent, et il faut qu'on leur, nous en tout cas Parti communiste français, qu'on leur montre en tout cas que c'est déjà parce que c'est un sujet qu'on porte de façon originale, puisque bon, évidemment qu'il y a d'autres voies politiques, voilà, mais qui ne sont pas celles qui vont aller véritablement vers un vrai changement. C'est-à-dire que si pour moi, l'écologie telle qu'elle est portée par se cacher les EELV par exemple, pour moi, je suis désolée, c'est du jardinage. Il ne s'agit pas de changer le système de fond en comble. Il s'agit de s'accommoder de ce qui existe, de dire bon, on va mettre un petit peu plus de ceci, un peu plus de cela, mais est-ce que ça va vraiment répondre aux enjeux? Le plan climat, moi je pense que on a commencé à le faire, à le porter là depuis quelques mois. Il a quand même été construit. Moi je ne suis pas une scientifique du tout. Hein. Je me suis beaucoup documentée, beaucoup travaillé dessus pour bien le comprendre, parce que c'est pas simple. Mais il a été construit avec des chercheurs, avec des scientifiques. Et c'est ça qu'il faut absolument, je pense qu'il faut de plus en plus le populariser, et le populariser auprès des jeunes, pour leur montrer que voilà, et là il y a une voie qui est une voie réaliste aussi, vers une transition écologique qui tienne compte de tous les jeunes, y compris ceux des quartiers populaires, etc., de toute la jeunesse. Alors, je ne dis pas que c'est facile à faire, hein. Je dis juste que c'est vers ça qu'il faut tendre, pour avoir, et je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à ramener aussi des jeunes dans nos organisations. Bon, les jeunes communistes le font, hein, voilà. Moi, dans le Val-de-Marne que je connais, je sais que c'est un travail qui est fait par les jeunes communistes, mais ça ne doit pas juste être, voilà, il faut aussi que chaque sympathisant, chaque adhérent évidemment, puisse aussi montrer que bon, la voie c'est pas l'économie de guerre, et puis travailler sans être formé correctement. On voit la casse du lycée professionnel aujourd'hui pour faire des jeunes corvéables à merci, qui n'auront, on va dire, pas leur mot à dire sur leurs conditions de travail, parce que finalement on va pas leur tendre la main, on va juste leur dire bon bah il faut que tu travailles, et puis il faut que tu fais ce qu'on te dit en gros. Donc et il faut aussi plus d'éducation populaire. Ça c'est quelque chose qu'on a un peu perdu de vue, hein. Je connais pas suffisamment le territoire pour m'exprimer sur le territoire ici, mais en tout cas ailleurs, je vois, moi par exemple, moi j'ai 47 ans, là où j'ai grandi dans Lyon, il y avait de l'éducation populaire en fait, et c'est ça qui a fait que je me suis engagée aussi quand j'étais plus jeune, parce que j'avais été entre guillemets biberonnée à tout ça. C'est pas juste m'engager dans un parti politique comme ça tout de suite, ça vient pas tout seul en fait, c'est pas possible. Donc voilà, moi je pense qu'il faut l'axe climat, c'est un bon axe pour arriver à amener plus de jeunes dans nos réunions en général, et puis dans les propositions qu'on fait. Internet, iPhone et tout le reste. Hein. Il faut qu'on soit dans ces outils. Et de manière radieuse, hein, effectivement, à leur niveau, parce qu'ils ont la joie de vivre encore, et il faut vraiment qu'on rentre dans leurs moyens de communication, leurs outils préférés. Et ça, je pense, j'ai vu dans le Marais avant-hier, il y a déjà une avancée à ce sujet concernant la jeunesse. C'est très important. Voilà, je ne sais pas trop ce que je voulais dire. En fait, en grande partie, on s'est beaucoup amélioré, on va dire ça comme ça. Mais quand on fait des manifestations, ce que j'en ai fait, il y a beaucoup de jeunes qui manifestent. Oui.
y compris pour les retraites l'année dernière. Pour les retraites l'année dernière, oui, il y avait beaucoup de jeunes, alors qu'ils ne sont pas directement concernés. Il n'y a pas que pour les retraites. Parce que quand on a recommencé à manifester après le Covid, eh bien, il y avait quand même des jeunes qui soutenaient bien l'hôpital, parce que j'ai fait quand je vois jeune. Tous les jeunes, ça m'interpelle parce que De Fontaine, il est jeune. Il y a un sondage qui est sorti la semaine dernière, c'est la seule tranche d'âge qui vote à plus de 5% pour la gauche unie, c'est les 18-24 ans. Donc oui, on peut se poser la question de pourquoi les jeunes ne se bougent pas plus. Enfin moi le problème c'est plutôt pourquoi les autres ne se bougent pas. Voire vote ailleurs. Enfin bon, bref, il y a un petit problème là. Ce que l'on perçoit et ce que les gens expriment dans les sondages. C'était très bien le tour d'horizon sur le projet. Effectivement, j'ai appris des tas de choses, c'est très intéressant. Mais on a quand même un problème qui est que pour porter sa voix sur un parti, un mouvement, il faut qu'il y ait de l'espoir. Et ça, par contre, c'est le gros défaut qu'il y a actuellement, c'est qu'il y a un manque total d'espoir. Expliquer que c'est une dynamique et que c'est derrière des organisations au niveau de l'Europe qui se regroupent, et il n'y a quasiment pas de discussion, si ce n'est la petite réflexion sur les Belges, sur quelle synergie il pourrait y avoir entre les différents mouvements de gauche dans les différents pays pour faire un rapport de force digne de ce nom au niveau de l'Europe. En fait, c'est peut-être insuffisamment... Je n'ai pas fini ma... Pardon, excusez-moi. Donc il y a cette question d'espoir. Tu es d'accord, ok, mais il y a des chances, il y a des perspectives. Donc il faut vraiment se poser la question de comment donner de l'espoir aux gens. En sachant que les plus anciens, eux, c'est plutôt le changement qui leur crée un problème. Donc c'est plutôt une crainte. Donc comment les rassurer? Donc pour moi, c'est au-delà du programme, au-delà des listes et de sa représentation, c'est comment jouer sur des perspectives pour les uns et les autres qui soient une dynamique et pas un frein. Voilà. Des alliances qu'on peut créer au niveau européen. Bon, j'ai cité le PTB parce qu'en fait, le Parti des travailleurs belges, c'est quand même celui qui est un peu plus connu à l'extérieur de ses frontières. Bon, parce qu'il y a 2 ou 3 figures qui sont déjà députés européens et qui portent quand même haut et fort nos aspirations et ils travaillent déjà bien avec le PCF, mais il y en a d'autres en fait. Il y en a d'autres. Il y a ce qu'on appelle la gauche européenne. Son vrai nom, c'est son nom en anglais, mais en tout cas, ça c'est un mouvement, on devrait en parler davantage. C'est vrai qu'on n'en parle pas suffisamment, mais on est dans ce mouvement-là, qui est un mouvement beaucoup plus large que juste le PTB et le PCF, puis il y en a ailleurs, il y a dans d'autres États européens, il y a des partis qui sont des partis qu'on peut considérer comme des partis frais, en fait. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément partis communistes, au sens formel du terme, mais qui sont des partis qui défendent les mêmes lignes que nous sur notamment les services publics, sur la réorientation des financements européens, etc. Donc il y a ça c'est quelque chose qu'il faut peut-être dire plus et qu'on ne dit pas assez. Ça c'est vrai, peut-être qu'il faut aller là-dedans dans la communication. Et puis sur la question de l'espoir, justement, c'est toujours... c'est pas évident, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui est limpide, mais si on dit qu'on veut donc pas seulement être en défense, moi je suis syndicaliste aussi, par ailleurs, je suis à la CGT, et ce qui parfois m'a toujours embêté, c'est qu'on défend des choses, on est beaucoup en défense, mais on propose pas forcément dans certains cas, pas partout, mais il faut davantage proposer. Et c'est pour ça que dans le cas des services publics, je pense qu'il faut absolument dire qu'on a besoin de développer les services publics qui aujourd'hui n'existent pas et qui sont nécessaires en fait. Et c'est là, je pense qu'on peut aussi redonner un espoir et montrer que, comme je le disais tout à l'heure, par exemple, après la guerre, on a réussi à faire une sécurité sociale, on a réussi à créer aussi des droits pour les salariés. Il ne faut pas oublier tout ce qui s'est passé dans un pays qui était totalement exsangue. Et aujourd'hui, le pays n'est pas exsangue. Il y a de l'argent.
C'est juste qu'il n'est pas orienté vers les travailleurs, et c'est tout. Donc, je pense que cet espoir-là, c'est dans le développement, c'est dire on va développer de nouveaux services publics et pas simplement dire on est en défense, on va résister. Oui, on va résister, parce que bon, forcément, on va, par la force des choses, dans un premier temps, on est obligé de résister à ce qui au rouleau compresseur des libéraux, de l'extrême droite, etc. Et c'est le cas, parce qu'il y a des sujets que je n'ai pas abordés, mais dans le cas de l'égalité femmes-hommes, on sait bien qu'aujourd'hui, il y a une régression terrible dans certains pays, et qui peut un jour nous abîmer, nous aussi. Et donc, il y a aussi ça, il faut aussi ne pas oublier qu'il y a des régressions qui sont toujours possibles. Mais être en résistance, oui, mais il faut aussi avoir un message de progrès. C'est pour ça que le fonds dont je parlais tout à l'heure, on l'appelle le fonds de progrès social et écologique, parce que c'est ça l'objectif final. C'est bien de faire progresser les droits et pas les faire régresser comme aujourd'hui à chaque nouveau texte. Parfois il y a des petites avancées, hein. Moi je peux en témoigner, par exemple sur la question des personnes handicapées. Il y a une stratégie européenne décennale sur les droits des personnes handicapées. Il y a eu des avancées, hein. Mais à chaque fois qu'il y a une petite avancée, il y a quand même un petit recul, parce que sur un autre domaine, finalement, on s'aperçoit qu'on va avancer sur l'accès au transport, par exemple, mais comme il n'y a pas d'investissements qui sont faits, ben ça n'avance pas, en fait. C'est juste un progrès nominal, mais qui n'est pas effectif au final. Donc il y a un texte qui dit que vous avez le droit et que vos droits ne doivent pas être bafoués, par exemple, accès au transport. Oui, bah ok, il y a une directive accessibilité. Bon, ça n'empêche pas que prendre les transports en commun, c'est une galère. Enfin, je veux dire, voilà, c'est moins une galère à Grenoble qu'ailleurs, je dois le dire. Mais bon, ça reste pas simple. Voilà, ça c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est le cas pour les femmes, c'est le cas pour d'autres droits des personnes. Votre intervention, et je vais vous reformuler une question qu'on fait souvent. Donc je suis au parti communiste, donc revendique le droit des travailleurs. On a 9 millions de personnes qui sont en situation de pauvreté, de précarité, et on ne s'adresse pas à elles. J'attends tout le temps d'argumenter parce que j'en fais partie, ces personnes qui sont pauvres, etc. Mais je trouve que même dans la présentation que vous avez faite aujourd'hui, on reste toujours très éloigné en fait de ces populations qui étaient présentes dans les manifestations contre la réforme des retraites, qui sont présentes pour soutenir la population de Gaza, qui sont présentes aussi pour le 25 novembre, pour soutenir la cause des femmes. Enfin, elles sont présentes dans la rue, elles ont la conscience, elles ont une conscience politique, elles ont envie de lutter, mais un autre parti, parce que je vais pas parler des autres partis de gauche qui sont aussi présents et qui tentent bien de lutter, je trouve qu'on n'a pas cette... je n'ai pas le bon mot ni le bon argument, mais on ne sait pas capter leur attention avec le respect qu'ils auraient dû. Voilà comment je formulerais la chose. Je pouvais difficilement tout couvrir en fait. Je me suis concentrée sur... voilà, je voulais pas être trop longue non plus. Je pense que déjà j'ai été un petit peu longue. Mais oui, oui, on peut dire qu'on n'est pas... dans le discours, oui, peut-être qu'on est insuffisamment porteurs en fait de leur voix. Mais je pense pas qu'ils soient passés entièrement sous silence. Parce que bon, moi, quand je porte la parole des personnes handicapées, je porte aussi la parole de personnes qui sont pour la plupart en situation de précarité très importante. Il ne faut pas oublier que si on a 7,7 millions de personnes handicapées en France, une très grande partie vit dans la précarité. J'en fais partie aussi. Et puis les personnes qui sont privées d'emploi, aujourd'hui, ben, on est en régression par rapport à leurs droits. Donc, je ne pense pas qu'on les oublie. Quand j'ai parlé tout à l'heure des pensionnés d'invalidité, c'est la même chose. Alors, ce matin, on a eu l'occasion de visiter une association qui est labellisée par la Fondation Abbé Pierre, où il y a un travail formidable qui est fait par cette association, et qui est vraiment un travail dans toute la globalité de l'accompagnement des personnes, dans leur accès aux droits, à la santé, au travail, etc. Mais moi, ce que je trouvais intéressant ce matin dans la visite, c'est pas juste le fait d'accompagner. Il y a plein d'associations qui accompagnent des personnes précaires. Voilà. C'est de dire, elles ont aussi leur mot à dire dans ce qui est fait.
C'est-à-dire qu'elles ont la parole, elles font partie du conseil d'administration de l'association. Et c'est vers ça qu'il faut tendre. Et pour les travailleurs en général, et d'ailleurs, moi, au sein de la commission des droits des personnes en situation de handicap, je remets un peu à leur place, je dois dire, certains camarades de la commission économie, de l'entreprise, parce qu'ils sont dans le travail, l'emploi. Ok, évidemment, c'est extrêmement important et on ne peut pas dire le contraire quand on parle du monde du travail, mais il y a aussi des personnes qui sont éloignées de l'emploi. L'emploi, c'est pas le travail, c'est pas la même chose, pas tout à fait la même chose. Il y a des personnes qui, c'est pas parce qu'elles n'auront pas un emploi au sens économique du terme qu'elles ne travaillent pas. Par exemple, les personnes qui sont, sont bénévoles. Moi, j'en connais des bénévoles qui sont des personnes, elles n'ont pas accès à l'emploi au sens strict du terme, mais il n'empêche qu'elles exercent un travail et qu'il ne faut pas non plus avoir toujours cette approche-là et se dire qu'il y a aussi une utilité sociale dans des personnes qui n'ont pas accès pour X raisons à l'emploi au sens formel du terme. Donc voilà, peut-être qu'on ne le dit pas assez, mais en tout cas, moi j'essaye autant que faire se peut de rappeler ça quand je peux, en disant, bon, il y a aussi des personnes qui doivent en fait aussi avoir la parole. Et bon, les personnes handicapées, c'est un sujet que je connais très bien. Très souvent, on décide à leur place. Voilà. Et pas forcément parce qu'elles ne peuvent pas décider, mais aussi parce qu'on a décidé qu'elles n'avaient pas les mêmes capacités que les autres. Et ça, c'est, voilà, moi je trouve totalement anormal, et le parti doit le dire aussi. Confiance. Et que les gens aillent voter aux européennes quand le choix des peuples n'est pas respecté. 2005, donc on va contre et on essaye de les jeter par la porte et ils passent par la fenêtre. C'est très compliqué quand on discute avec des jeunes ou moins jeunes. Moi j'ai toujours voté et je continuerai à le faire, mais sur des personnes qui ne vont quasiment jamais voter, et là encore moins pour les Européennes, essayer de leur faire comprendre que c'est important d'aller voter. J'ai pas d'argumentaire sur ça pour de toute façon il n'y a pas de discours du tous pourri, mais il y a le discours que de toute façon c'est le pognon qui décide et c'est celui qui a le pognon qui a le bulletin de vote. Quoi qu'on vote, c'est celui qui a le billet de banque qui a le choix. Pas forcément te trouver la solution miracle pour convaincre tout le monde, évidemment, mais déjà, un des arguments qu'on porte, nous, avec notre liste, c'est de dire qu'on est aussi la liste des personnes qui ont dit non en 2005, qu'on n'a pas écouté. Donc, je suis d'accord avec toi, hein, ça c'est sûr, puisque vu ce qui s'est passé par la suite et puis l'ensemble des traités qui ont été ensuite votés, puisqu'on a le traité de la Constitution européenne n'a pas été adopté, mais il y en a eu un autre, quasiment la même chose. Donc c'est dire voilà, qu'on veut rassembler aussi ces personnes-là. Alors cet argument n'est peut-être pas suffisant, hein, je ne dis pas que ça suffit, mais en tout cas, il y a cet argument-là, il y a celui de l'espoir qu'on porte d'une autre construction européenne. Voilà, ça va peut-être pas convaincre tout le monde. Mais c'est l'espoir de nos propositions à nous, de la résistance face à le pouvoir de l'argent. Voilà, que justement pour contrer ça, mais il faut aussi il faut mettre le bon bulletin dans l'urne et surtout aller voter, parce qu'en fait finalement on décide à votre place, on parle à votre place dans certains cas, parce que vous n'allez pas voter. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas voter et qui et finalement, l'élection européenne, c'est celle où c'est souvent le plus difficile de mobiliser. Hein. Mais en 2019, c'était pas si catastrophique que ça, la participation. Oui, ça avait remonté. Donc je pense que s'il y a bien un travail à faire, c'est mobiliser pour arriver justement à encore faire augmenter cette part-là, parce que finalement, ce sont les classes populaires en général, les ouvriers, etc., qui vont dire bon, de toute façon ça sert à rien, voilà. Mais je pense qu'avec nos propositions concrètes en fait dans chaque domaine,
en disant toujours, ben voilà, on a des solutions. Enfin, j'ai essayé à chaque fois, je ne sais pas si je l'ai fait très bien, mais de dire à terme, c'est ce qu'on veut. Mais il y a des solutions intermédiaires. Je ne l'ai pas dit d'ailleurs assez tout à l'heure concernant, quand j'ai parlé de la BCE et du fonds, la création du fonds européen, c'est qu'aujourd'hui, la création de ce fonds européen, elle est possible. C'est l'article 123-3 du traité. Donc c'est tout à fait possible. On peut créer un fonds comme celui-là. On n'a pas besoin de remettre en cause les traités actuels. Donc c'est aussi un argument. Dire, voilà, si après il y a suffisamment de rapports de force, donc évidemment, le rapport de force, il ne va pas être avec juste les députés du PCF, mais il y aura d'autres députés ailleurs qui pourront porter, et on arrivera peut-être à justement réfléchir, au moins à résister à la tendance actuelle. Présenté donc, brièvement en disant que vous étiez sur la liste du monde du travail. Et c'est vrai que moi je ne suis pas dans le travail. Je me suis dit, est-ce que je vais voter pour eux? Bon, allez, cyniquement, vous savez. Mais j'ai passé ma vie à être aidante. Donc je sors du cadre du travail. Non, je ne sors pas du cadre du travail, je sors du cadre de l'emploi. Voilà. Et du coup, ce vocable-là, on exclut beaucoup de gens. Vous aviez la réflexion des retraités, des jeunes tout le monde étudiants, et des gens qui, comme moi, ou alors puisque vous étiez dans le handicap, dans les gens qui ont la hache, oui, par exemple, les pensions d'invalidité. Voilà. Voilà, donc c'est ça, c'est quand on dit c'est la liste du monde du travail. Moi j'ai l'impression en plus d'avoir un discours de Poutou, par exemple, à un moment donné, qui exclut. Voilà, donc juste attention, parce que tout le monde ne connaît pas la différence entre emploi et travail, et du coup, de fait, le discours n'est plus entendable par une partie des gens. Emploi et travail, et du coup, de fait, le discours n'est plus entendable par une partie des gens. Je comprends ce que vous dites, c'est pour ça que j'essaye de rétablir un peu la différence entre emploi et travail. C'est pas la liste du monde de l'emploi, mais bon, je sais bien que c'est pas forcément entendable par tout le monde, cette distinction-là. Mais je pense que c'est important de dire que c'est aussi que même quand on n'est justement pas dans l'emploi, on a quand même un travail. Et le fait d'être aidant, par exemple, c'est un passage que je voulais pas être trop longue, donc j'avais tout un passage sur la reconnaissance des aidants. Il y avait la reconnaissance des professionnels, mais aussi la reconnaissance des aidants familiaux notamment, qui aujourd'hui n'est pas faite du tout, puisque que vous soyez... il y a des aidants qui concernent une activité professionnelle, parce qu'ils le peuvent, etc., et qui s'épuisent d'ailleurs à faire les deux, hein, souvent c'est ce qui se passe. D'autres qui ne peuvent pas, qui sont complètement aidants, et qui, arrivés plus tard à l'âge de la retraite, normalement, n'ont quasiment pas de retraite. Moi, dans le cadre professionnel, j'en côtoie beaucoup qui sont dans une situation aujourd'hui de grande pauvreté, parce qu'ils ont, j'allais dire ils, mais voilà, c'est elles, la plupart du temps, hein, quand même, elles se retrouvent avec 500 € de retraite, parce qu'en fait, elles ont été aidantes d'un enfant handicapé. C'est dans le cadre de mon travail, c'est plutôt ça. Et ensuite, cet enfant est devenu adulte, mais elles ont continué à faire ce travail-là d'aidante sans avoir aucune reconnaissance de ce travail-là, qui est un travail extrêmement prenant, physiquement, évidemment, moralement, et on perd de l'argent, on perd sa santé aussi. Et puis arrivé à 60 ans, enfin c'est plutôt 65 d'ailleurs pour les aidants familiaux, ça on n'en a pas beaucoup parlé l'année dernière, mais c'est les aidants familiaux où n'ont droit à la retraite qu'à 65 ans, formellement, et se retrouvent avec ce qu'on appelait le minimum vieillesse avant, qui s'appelle plus comme ça, mais oui, dans le discours il faut porter aussi ces voix-là. En Isère, il y a quelques années, quand dans une famille il y avait un enfant handicapé, la mère ne travaillait pas dans 50% des cas. C'est à peu près la même chose partout en France. C'est à peu près les taux, sachant que très souvent, même dans cette situation-là, il y a beaucoup de familles monoparentales. Ce qui veut dire que ça aggrave encore la difficulté, puisque la femme se retrouve seule. C'est aussi un cas de divorce une fois sur deux. Donc,
Votez Léon, c'est notre vie. On veut du changement, on veut la vie. Dans les fureurs, on met notre voix. Le 9 juin, tous ensemble, votons Léon, ouais c'est notre choix. Alors tous ensemble, on se lève. Pour un avenir meilleur, on se bat, on s'élève. Léon Desfontaines, c'est notre voix. Pour Léon Desfontaines, c'est l'heure de la surprise. On en a assez de l'austérité qui nous frappe. On veut des services publics qui nous éclairent la map. Léon c'est l'homme qui comprend nos réalités. On vote pour lui pour une France sans prospérité.